mon père m'a banni de son dîner de retraite. Et, au lever du soleil, ma mère m'appelait, en pleurant. Mon père a lâché, d'un ton sec. Tiens-toi à l'écart de mon dîner de retraite. Tu vas gâcher l'ambiance. J'ai répondu, très bien. Dans ce cas, débrouillez-vous avec l'addition, sans moi. Mon frère m'a envoyé des émojis qui pleurent de rire. Mais toute la nuit, et jusqu'au lever du soleil, ma mère m'a appelé, en larmes. La gérante du restaurant, elle, m'avait appelé à 21h47. Pas mon père, pas mon frère, pas ma mère. Le restaurant. Elle m'a dit, Monsieur Karim, il semble y avoir un malentendu concernant l'événement de ce soir. Le monsieur, ici présent, affirme que vous prenez en charge l'addition. J'étais assis sur mon canapé, en survêtement. Je mangeais des restes de pâtes, en regardant un film que j'avais déjà vu 2 fois. J'ai répondu. Je ne suis pas impliqué dans l'événement de ce soir. Il va falloir que vous voyiez cela avec l'hôte. Son nom figure sur la réservation. Il y a eu un silence. Un long silence. Puis, elle a repris, il nous a dit que c'était votre nom, sur la réservation. J'ai dit, ça l'était. Je l'ai retiré, il y a 2 semaines. Un autre silence. Je vois, a-t-elle murmuré. Merci, Monsieur Karim. Elle a raccroché. Je suis retourné à mon film. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. 3 semaines avant cet appel, mon père a pris sa retraite. 31 ans dans la même entreprise, et il voulait une fête, une grande fête. 80 invités, une salle à manger privée, un repas de 3 plats, un bar à volonté. De la musique live, un gâteau personnalisé, et un photographe. Il voulait tout cela. Il ne voulait juste rien avoir à organiser. C'est là que j'interviens. Ou plutôt, c'est là que j'intervenais. Depuis 11 ans, je suis la personne qui organise, et qui paie, chaque événement familial. Les 60 ans de ma mère, la fête de fiançailles de mon frère, le dîner de promotion de mon père. Les remises de diplômes de 3 cousins, 2 célébrations d'anniversaire de mariage. Et une baby shower. J'ai arrêté de compter les plus petites fêtes. Je réserve les salles. Je coordonne les traiteurs. Je verse les acomptes. Je gère les listes d'invités. Je confirme les musiciens, les photographes, et les fleuristes. Je fais les plans de table, et je paie. Tout, de A à Z, à chaque fois. 92,000 $, répartis sur 11 ans. J'ai un dossier sur mon ordinateur, avec chaque reçu, chaque facture, et chaque relevé bancaire. Non pas pour monter un dossier à charge. Mais parce que ma famille a cette fâcheuse tendance à oublier les choses qui me coûtent de l'argent. Et j'avais besoin d'un endroit, où la vérité restait la vérité. 92,000 $, 0 remboursement, 0 remerciement. Pas une seule fois. Ni dans un discours, ni dans un message, ni même en passant. Ils entraient dans une salle que j'avais réservée, s'asseyaient à une table que j'avais agencée. Mangeaient des plats issus d'un menu que j'avais goûté 3 fois. Écoutaient la musique d'un groupe que j'avais auditionné. Et prenaient la pause avec un photographe que j'avais engagé. Et, à la fin de la soirée, ils se prenaient dans les bras. Disaient à quel point la soirée avait été magnifique, publiaient des photos en ligne. Puis rentraient chez eux. Et moi, je restais derrière, je réglais l'addition, je laissais un pourboire au personnel. Et je confirmais le nettoyage. Je rentrais chez moi, seul, à minuit, en me demandant pourquoi une fête que j'avais bâtie pour d'autres, se terminait toujours avec moi, assis tout seul. Dans un parking vide. Alors, quand mon père a annoncé sa retraite, j'ai commencé à planifier. 3 mois à l'avance. J'ai appelé le restaurant, le même que j'avais utilisé pour 3 événements précédents. La gérante, Clara, connaissait ma voix, ma carte bancaire, et ma façon de travailler. J'ai versé la compte, j'ai donné ma carte de crédit en garantie, et j'ai tout coordonné. Le menu, le plan de table, la musique, et le gâteau. 3 mois d'appel, de mai, de dégustation, et de confirmation. Puis,
11 jours avant le dîner, mon père m'a appelé. Il ne m'a pas demandé comment avançaient les préparatifs. Il m'a dit, « Ethan, j'ai réfléchi. Je ne veux pas de toi au dîner. » J'étais dans ma cuisine quand il a dit ça, tenant une spatule, en train de faire cuire des œufs. La poêle grésillait encore. J'ai éteint le feu, et je suis resté planté là. « Tu as le don de rendre les choses tendues, a-t-il dit. Les gens marchent sur des œufs. Quand tu es là. C'est censé être une soirée joyeuse. J'ai mérité ça. Et je ne veux pas que l'ambiance soit gâchée. » J'ai encaissé la remarque, en silence. Ce n'est rien de personnel, a-t-il ajouté. Je pense juste que c'est mieux, pour tout le monde. J'ai répondu, qui va s'occuper de l'événement? Dans ce cas? La compte est à mon nom. La carte est à mon nom. La réservation, les prestataires? Le plan de table, le traiteur, le photographe, tout est à mon nom. Il a marqué une pause. Comme si cela ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Comme si, toute la machinerie de sa célébration, était une chose qui avait toujours existé. De la même manière que l'électricité existe, quand on appuie sur un interrupteur. Il ne savait pas d'où cela venait. Il s'attendait juste à ce que ce soit là. Je suis sûr que ça va s'arranger tout seul, a-t-il lâché. Très bien. Dans ce cas, débrouille-toi avec l'addition, sans moi. Il a rétorqué, ne fais pas ton dramatique, Ethan. C'est exactement de ça que je parle. Et il a raccroché. Les œufs étaient froids, à ce moment-là. Je les ai grattés pour les jeter à la poubelle, et je suis resté devant l'évier pendant un moment. J'ai fait couler l'eau sur une poêle qui n'avait pas besoin d'être lavée. Simplement parce que j'avais besoin d'occuper mes mains. Pendant ce temps, mon cerveau essayait d'assimiler le fait que mon père, à l'instant, venait de me bannir d'un événement que j'avais passé 3 mois à organiser, pour lui. 20 minutes plus tard, la conversation de groupe de la famille s'est emballée. Mon frère a envoyé 4 émojis qui pleurent de rire, d'affilée. Puis, il a tapé, papa l'a enfin dit, MDR. 14 personnes, dans ce groupe. Des tantes, des oncles, des cousins. Pas un seul d'entre eux n'a dit, ce n'est pas normal. Pas un seul n'a dit, c'est Ethan qui a tout organisé. 4 émojis hilars, et 14 personnes. Qui ont estimé que je ne valais pas la peine qu'on les reprenne. Mon frère n'a jamais organisé le moindre événement familial. Pas un seul. Il n'a jamais réservé une table, payé un acompte, ou fait le suivi d'une seule confirmation de présence. Il ne sait pas combien coûte une salle à manger privée. Il se pointe. Il mange. Il fait un toast, si quelqu'un lui tend un verre. Puis, il s'en va, et quelqu'un d'autre gère le reste. Je me souviens du 60e anniversaire de ma mère. Je l'avais préparé pendant 2 mois. J'avais réservé un restaurant sur un toit-terrasse. J'avais organisé une entrée surprise, sur sa chanson préférée. J'avais coordonné les 38 invités. J'avais fait un diaporama photo. J'avais payé l'addition, le gâteau, les fleurs, absolument tout. À la fin de la nuit, mon frère s'était levé, un peu ivre, et avait lancé, à maman, et à nous tous, qui avons rendu cette soirée possible. La salle a applaudi à tout rompre. Ma mère l'a pris dans ses bras. Moi, j'étais à l'écart, au fond, en train de signer le reçu. La veille du dîner, ma mère m'a appelé. J'ai pensé, non. Elle appelle peut-être pour me dire que ce n'est pas juste. Peut-être qu'elle a parlé à mon père. Et l'a fait changer d'avis. Elle a dit, Ethan, je sais que les choses sont un peu tendues, mais le dîner est demain. Et je veux juste que tout se passe bien. Pourrais-tu simplement envoyer le numéro de ta carte de crédit? Au restaurant? J'ai gardé le téléphone contre mon oreille, et j'ai fermé les yeux. Elle n'appelait pas pour me défendre. Elle n'appelait pas pour dire qu'elle s'était battue pour moi, même en vain. Elle n'appelait pas pour m'inclure. Elle appelait pour s'assurer que je paierais pour un événement auquel on m'avait interdit d'assister. Mon père voulait mon absence. Ma mère voulait mon portefeuille. Et, d'une certaine manière, dans leur esprit, ces deux choses n'étaient pas contradictoires.
Je pouvais être trop toxique pour occuper une chaise, mais assez fiable pour financer la salle entière. J'ai répondu « non ». Elle a soupiré. Pas un soupir de déception, mais de frustration. Le genre de soupir qui veut dire « c'est toi le problème. C'est toi qui es difficile. Pourquoi ne peux-tu pas simplement faciliter les choses? Comme tu le fais toujours? Tu rends tout ça plus compliqué que ça ne devrait l'être, a-t-elle reproché. Et j'ai pensé, plus compliqué, pour qui? Pas pour moi. Moi. Je suis assis chez moi. C'est plus compliqué pour toi, parce que, pour la première fois en 11 ans, tu dois réfléchir à qui va payer, pour la chose dont tu t'apprêtes à profiter. J'ai dit à voix haute, on m'a dit de me tenir à l'écart. Je me tiens à l'écart. Elle a supplié, Ethan, s'il te plaît. Je lui ai souhaité une bonne nuit, et j'ai raccroché. Je suis resté assis au bord de mon lit, pendant un long moment après ça. Car, même après tout ça, il y a quelque chose, dans la voix de votre mère, qui atteint cette part de vous-même, qui veut toujours arranger les choses, qui veut toujours être le bon fils. Mais je suis resté sur le lit, et ce moment de faiblesse est passé. Ce que personne, dans ma famille, ne sait, c'est que, 2 jours après avoir été désinvité, j'avais déjà appelé le restaurant. J'avais dit à Clara que je n'étais plus impliqué. Je lui avais demandé de retirer ma carte, et de me rembourser mon acompte. Elle a marqué une pause. Monsieur Karim, en êtes-vous sûr? Sans votre carte au dossier. Il n'y a plus de garantie financière, pour maintenir la réservation. L'hôte devra fournir la sienne, lui ai-je répondu. Et, qui est l'hôte? Mon père. Son nom est sur l'invitation. Elle a assimilé l'information. Professionnelle. Nette. Mais j'ai pu entendre quelque chose, dans sa voix. Elle travaillait avec moi depuis 4 ans, sur 3 événements. Elle savait comment je fonctionnais. Et elle savait qu'un homme, qui appelle chaque semaine pendant 3 mois, pour s'assurer que chaque détail est parfait, ne s'en va pas, sans une bonne raison. Personne, dans ma famille, n'a appelé le restaurant après ça. Personne n'a vérifié. Personne n'a rien confirmé. Parce que, pendant 11 ans, j'avais tout géré. Et il s'était habitué à croire que, par magie, tout se gérait tout seul. Le soir du dîner, je suis rentré du travail, je me suis mis en tenue confortable. Et j'ai commencé à cuisiner. Du riz, du poulet grillé, une simple salade. J'ai lancé un film, quelque chose que j'avais déjà vu. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine, face contre table. Je vais être honnête. J'ai failli y aller. Vers 18h30, j'ai marché jusqu'à mon placard, j'ai sorti une chemise habillée. Je l'ai tenue devant le miroir, et je me suis regardé la tenir. Le gars qui répond toujours présent, qui répare toujours tout, qui passe toujours le coup de fil. J'ai pensé à conduire jusqu'au restaurant, à entrer, et à m'asseoir quelque part, au fond. Peut-être. Pas à la table d'honneur. Juste être présent. Être le fils qui vient, même quand on lui dit de ne pas le faire. J'ai pris mes clés de voiture. Je les ai tenues dans ma main, j'en ai senti le poids. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai posé ma main sur la poignée, et puis, je me suis arrêté. Parce que j'ai entendu la voix de mon père, dans ma tête, je ne veux pas de toi au dîner. Et j'ai revu les émojis hilars de mon frère. Et j'ai entendu ma mère, me réclamant mon numéro de carte de crédit. Et j'ai réalisé que, si je conduisais jusqu'à ce restaurant à cet instant précis, je ne prouverais pas que je suis une personne plus mature. Je prouverai simplement qu'ils peuvent me dire n'importe quoi, me faire n'importe quoi. Et que je continuerai à me pointer, le portefeuille ouvert, et la bouche fermée. J'ai remis les clés sur le crochet, j'ai raccroché la chemise, j'ai fermé la porte du placard. Et je suis retourné sur le canapé. Le poulet était presque cuit. Pendant ce temps, 80 invités arrivaient au restaurant. Je sais ce qui s'est passé, car 3 personnes me l'ont raconté par la suite. Ma cousine Nadia, Clara, et ma mère, complètement effondrées, le lendemain matin.
Mon père est arrivé à 18h15, dans un costume neuf. Ma mère à ses côtés. Et mon frère, accompagné de sa femme, juste derrière eux. Ils sont entrés dans la salle à manger privée. Comme une famille qui maîtrisait parfaitement la situation. La pièce était magnifique. Des fleurs, des bougies, et des marque-places à chaque siège. Les nappes blanches étaient impeccablement repassées. Les verres de vin étaient déjà remplis. L'éclairage était réglé sur un ton ambré et chaleureux, exactement comme je l'avais demandé. Les centres de table étaient la réplique exacte de l'arrangement que j'avais choisi. Lors d'un rendez-vous de dégustation, 8 semaines plus tôt. La playlist, qui bourdonnait doucement dans les haut-parleurs, était celle que j'avais créée. Le photographe circulait déjà dans la salle. C'était celui que j'avais réservé, 4 mois à l'avance. Car c'est le seul que l'équipe de Clara recommande pour les événements privés. Tout, dans cette pièce, c'était moi. Mes goûts, ma planification, mon argent, et mes 3 mois d'appel, de mai, et de confirmation. Mon père a regardé autour de lui, et a dit à ma mère, tu vois. C'est comme ça que ça devrait être. Pas de tension. Pas de drame. Il a dit ça en se tenant au milieu d'une pièce, qui n'existait que grâce au fil qu'il venait de mettre à la porte. Mon siège avait un nouveau marque-place. Ray, le copain de golf de mon père. Il est arrivé en veste de sport, a serré la main de mon père, et s'est assis sur ma chaise. Comme s'il avait toujours fait partie du plan. Il a apporté une bouteille de vin. Il ne connaissait rien à la carte des vins, que j'avais déjà sélectionnée. Il ignorait tout du plan de table, que j'avais passé une semaine à élaborer. Il ne savait pas que la chaise, sur laquelle il était assis, portait un nom différent. Jusqu'à il y a 11 jours. Il s'est simplement assis. À l'aise. Sans effort. De la même manière que les gens s'assoient, dans des endroits qui ont été construits pour eux. Par quelqu'un qu'ils ne rencontreront jamais. Quand un cousin a demandé où j'étais, mon père a pris un air soucieux. Ethan traverse des problèmes personnels. Nous lui laissons un peu d'espace. Ma mère a hoché la tête, à ses côtés. Oui, nous lui donnons du temps. Ils ont réécrit mon absence, pour en faire une histoire de bienveillance. Plusieurs invités sont venus voir ma mère, pendant les amuse-bouches. Est-ce qu'Ethan va bien? Elle leur a serré les mains. Il s'en sortira. Il a juste besoin de temps. Elle jouait l'inquiétude, pour une crise qui n'existait pas, dans une pièce construite par le fils. Dont elle se disait soi-disant inquiète. Puis, mon père s'est levé pour faire son discours de retraite. Il a parlé de ses 31 années, des projets, des promotions, et des collègues. Ensuite, il a commencé à remercier les gens. Son patron, sa secrétaire, 2 amis d'université, et son copain de golf, Ray. Qu'il a qualifié de frère pour moi depuis 20 ans. Il a levé son verre à Ray. Ray s'est levé, et a fait une petite révérence. La salle a applaudi. Il a remercié ma mère, pour sa patience. Il a remercié mon frère de toujours détendre l'atmosphère. De toujours apporter de la joie dans la famille. Mon frère a souri de toutes ses dents, et a levé son verre. 14 personnes ont été remerciées par leur nom. Ma cousine Nadia a fait le compte, plus tard. La secrétaire, qui répondait à ses appels, a eu droit à une mention. Le copain de golf, qui a apporté une bouteille de vin, a eu droit à un toast. Le frère, qui n'a jamais organisé un seul événement de sa vie, a eu droit à une blague affectueuse. Et à un verre levé en son honneur. L'homme qui a organisé tout l'événement, avec 3 mois de planification. Et 11 ans à financer chaque célébration que cette famille ait jamais eue, n'a pas été mentionné. Pas une seule fois. Ni par son nom, ni par une allusion, ni même en tant que mon autre fils. Pas même un vague et tous les autres qui ont aidé. Rien. Un espace vide, là où mon nom aurait dû être, entouré de 14 noms. Qui n'avaient pas plus mérité leur place à cette table. Que je n'avais mérité mon exclusion de celle-ci. La salle a applaudi. Ray a tapé dans le dos de mon père. La soirée est passée au plat principal. De retour à mon appartement, mon téléphone a vibré pour la première fois vers 20h30.
maman. J'ai laissé sonner. 20h44 mon frère. Laissez sonner. 20h51. SMS de mon frère, frérot, tu peux appeler le resto vite fait? Un truc avec l'addition. Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone, et j'ai appuyé sur lecture. 21h12. 3 SMS d'affilée, Ethan, sérieusement, appelle-moi. Ethan, s'il te plaît. Décroche. Ce n'est pas drôle, mec. La culpabilité a essayé de pointer le bout de son nez. Ce réflexe conditionné. Cette mémoire musculaire du sauveur de service. Appelle-les, tout simplement. Règle le problème. Dans 5 minutes, ce sera fini. J'ai pris mon téléphone, le pouce au-dessus du bouton d'appel, puis je l'ai reposé sur le comptoir. Face contre table. La culpabilité était toujours là, mais, pour la première fois en 11 ans. Autre chose résonnait plus fort. Ce n'était ni de la colère, ni un désir de vengeance. C'était la permission. La permission de laisser s'écraser quelque chose, que je n'avais pas cassé. Au restaurant, l'addition est arrivée, et le serveur a déposé la pochette en cuir en bout de table. Devant mon père. Il l'a ouverte. 43,000 $. Sa bouche a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Il a refermé la pochette, puis l'a rouverte, comme si le chiffre pouvait changer. S'il regardait à 2 fois. Où est la carte enregistrée au dossier, a-t-il demandé au serveur. Il n'y a aucune carte au dossier, monsieur. Ce n'est pas normal. C'est mon fils qui a organisé tout ça. Il devrait y avoir une carte. La carte a été retirée il y a 2 semaines, monsieur, et la compte a été remboursée. Le serveur l'a dit calmement, avec professionnalisme. Mais la table voisine était devenue silencieuse. 2 femmes, tenant des verres de vin, se sont figées en pleine conversation, les yeux glissant discrètement vers l'échange. Mon père a fait signe à Clara de s'approcher. Elle s'est dirigée vers la table. Avec le pas mesuré de quelqu'un qui a l'habitude de gérer des situations difficiles. Mais qui ne s'attendait pas à celle-ci, précisément, ce soir-là. A-t-elle expliqué. Le coordinateur initial s'était retiré. La carte a été supprimée. La compte a été remboursée. Personne de la famille n'avait recontacté le restaurant depuis. Alors, qui paie pour tout ça, a demandé mon père. La voix de son discours de retraite avait disparu. C'était désormais la voix d'un homme qui se tient au bord du précipice, face à un imprévu. Et qui cherche à se raccrocher à une rambarde, qui n'existe pas. Ce serait à la charge de l'hôte, monsieur, a répondu Clara. Mon père a cherché son portefeuille, et a posé sa carte sur la table. Le serveur l'a prise. À présent, la salle observait la scène. Pas tout le monde, mais suffisamment de gens. Aux tables les plus proches, les invités avaient arrêté de manger. Les fourchettes reposaient sur les assiettes, les serviettes sur les genoux. Ce genre de silence particulier, où les gens font semblant de ne pas remarquer ce qu'ils sont tous en train de dévisager. Le serveur est revenu, s'est penché, et a parlé doucement. Comme le font les serveurs, quand les nouvelles sont mauvaises, et que la salle est pleine. Je suis navré, monsieur. Elle n'est pas passée. Voudriez-vous en essayer une autre? Le cou de mon père a rougi d'abord, puis ses oreilles. Il a fouillé fébrilement dans son portefeuille. Il n'avait que cette seule carte. Mon frère a reculé sa chaise. Je m'en occupe, papa. Il s'est levé, a sorti sa carte, et l'a tendue. Avec l'assurance d'un homme à qui une machine à cartes n'a jamais dit non de toute sa vie. Simplement parce qu'il n'a jamais essayé d'y passer un montant de 43,000 $. Le serveur s'est éloigné. Mon frère a réajusté sa veste, puis ses poignets de chemise. Il a balayé la salle du regard avec un petit sourire, comme pour dire, c'est géré. Le serveur est revenu. Même posture penchée. Même voix discrète. Je suis désolé, monsieur. Celle-ci n'est pas passée, non plus. Le sourire de mon frère s'est effondré.
pas lentement, mais d'un seul coup, comme une vitre qui se brise. Il s'est rassis, le regard fixé sur la table. Sa femme a posé une main sur son bras, et il n'a pas réagi. Ma mère a ouvert son sac à main, a regardé à l'intérieur, et l'a refermé. Elle n'a même pas essayé. Elle savait ce qu'elle avait sur elle. Ça ne couvrirait même pas le service des desserts. Elle a regardé mon père. Mon père a regardé mon frère. Mon frère regardait la nappe. Et Ray, le copain de golf, l'homme assis à ma place. L'homme à qui l'on avait porté un toast comme à un frère, 20 minutes plus tôt. Il a plié sa serviette, l'a soigneusement posée à côté de son assiette, a dit « Excusez-moi. Je vais aux toilettes » et est sorti de la salle à manger privée. Il n'est pas revenu pendant 20 minutes. Quand il a fini par le faire, il s'est assis, a pris son verre d'eau, et a étudié les glaçons. Comme si c'était la chose la plus fascinante de la pièce. 80 invités. 3 membres de la famille, agglutinés près de la caisse, en train de chuchoter. Les visages rouges. Les épaules tendues. Le photographe avait cessé de prendre des photos. L'un des musiciens s'était arrêté de jouer, et consultait son téléphone. Toute la salle baignait dans cette atmosphère. Cette énergie si spécifique d'une fête, qui n'en est plus une. Et qui devient le seul sujet dont tout le monde parlera, dans la voiture, sur le chemin du retour. Un invité, à la table 4, a demandé son manteau. Puis un autre. Ensuite, un couple, près du fond de la salle, s'est levé, et a commencé à faire ses adieux. Ils ont serré les gens dans leurs bras, rapidement. En évitant soigneusement de croiser le regard de mon père, en sortant. La salle se vidait. Les bougies se consumaient. Les magnifiques centres de table, que j'avais conçus 3 mois plus tôt, trônaient sur des tables. Entourés de chaises vides, et de verres sales. Mon père se tenait près de la caisse, la veste enlevée, les manches retroussées. En train de parler à Clara à voix basse. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Mon frère était assis, seul, à la table d'honneur, les 2 mains posées à plat sur la nappe. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, et fixait sa carte refusée, posée sur la table. Comme si elle l'avait personnellement trahi. C'est à ce moment-là que Clara s'est excusée, est allée dans le bureau du fond. Et a appelé le seul nom, dans son dossier, qu'elle reconnaissait. 21h47, vous savez déjà ce que j'ai répondu. Après l'appel de Clara, mon téléphone a sonné 6 fois de plus, dans l'heure qui a suivi. Père, frère, mère, frère, père, mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis resté assis sur mon canapé, dans le noir. Le générique du film était passé, et l'écran était revenu au menu principal. L'appartement était silencieux. À l'exception du ronronnement du réfrigérateur, et du bourdonnement occasionnel de mon téléphone. Qui vibrait dans le tiroir. Je ne cherchais pas à donner une leçon. Je n'y prenais aucun plaisir. Je n'étais pas assis là, avec une coupe de champagne, à célébrer leur échec. Je faisais simplement quelque chose que je n'avais pas fait, depuis 11 ans. Rien. Aucun appel à retourner, aucun prestataire à confirmer, aucune facture à régler. Aucune crise à résoudre, aucun plan de table à corriger, aucune famille à maintenir unie. Juste, rien. Et j'ai eu la sensation de poser un sac, que je portais depuis si longtemps. Que j'en avais oublié que mes bras tremblaient. C'était comme descendre d'un tapis roulant, qui tournait sans arrêt depuis une décennie. Et sentir le sol sous ses pieds, pour la première fois. Immobile. Solide. Un sol qui ne fuyait nulle part. J'ai lavé mon assiette, j'ai éteint la télévision, je me suis brossé les dents. Et je suis allé me coucher. J'ai mis le téléphone dans le tiroir de ma table de nuit. Et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait, depuis des années. 5h47 du matin. Quelqu'un frappe à la porte. J'étais déjà debout, en train de préparer du café. J'ai ouvert. Ma mère, les yeux rouges, portant les mêmes vêtements que pour le dîner. Elle avait pleuré toute la nuit. Derrière elle, la voiture de mon frère était garée dans l'allée. Il était à la place du conducteur, la tête en arrière,
la cravate de travers. Les yeux à demi fermés. Il n'avait pas dormi. Ethan, a-t-elle dit. Il faut que tu appelles le restaurant. Ils disent que, si le sol n'est pas réglé d'ici lundi, ils engageront des poursuites judiciaires. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, mon café à la main. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Comment s'est passé le dîner, ai-je demandé. Ethan, c'est grave. Je sais que c'est grave. Mais, comment s'est passé le dîner? Elle s'est remise à pleurer. S'il te plaît, appelle juste Clara. Elle t'écoutera. Règle juste ce problème. Et nous pourrons parler de tout le reste, plus tard. Règle juste ce problème. La phrase que j'entends depuis 11 ans. Je l'ai regardée longuement. Puis, je lui ai posé une seule question. Maman, si je n'avais pas été celui qui payait pour tout, pendant toutes ces années, est-ce que papa m'aurait des invités? Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Ses lèvres ont bougé, comme si elle testait des réponses, et les écartait l'une après l'autre. Car, la seule réponse honnête, signifiait admettre que ma valeur, dans cette famille, n'avait jamais reposé sur qui j'étais. Elle reposait sur ce que je fournissais. Le silence a duré suffisamment longtemps pour que mon café refroidisse, dans ma main. Papa m'a dit de me tenir à l'écart, ai-je dit. Et je me tiens à l'écart. Elle m'a dévisagé. C'est tout ce que tu vas dire? Vous n'avez pas désinvité votre fils? Du dîner de retraite de son père. Vous avez retiré la seule personne qui savait comment le payer. Ce n'est pas la même chose. Et tu le sais. Elle est restée plantée là, encore une minute. Puis, elle a fait demi-tour, et a marché jusqu'à la voiture. Mon frère a ouvert les yeux, quand elle est montée. Il m'a regardé, à travers le pare-brise. J'ai observé son visage chercher la bonne expression. Pas celle de l'émoji qui pleure de rire. Pas l'inquiétude répétée. Quelque chose de nouveau. C'était juste le visage d'un homme, qui réalisait que la machine, qu'il n'avait jamais appréciée, venait de lui annoncer son arrêt définitif. Ils sont partis. J'ai fermé la porte, j'ai fini mon café, et je suis allé travailler. Ce soir-là, j'ai écouté chaque message vocal, des dernières 24 heures. Dans l'ordre. Père, 20h30, Ethan, appelle le restaurant. Il y a un souci avec l'addition. Règle ça. Exigeant. Père, 21h50. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi n'y a-t-il pas de carte au dossier? Rappelle-moi. Perplexe. Père, 22h20, c'est inacceptable. Tu m'as humilié, devant 80 personnes. En colère. Père, 23h45, Ethan. Long silence. Rappelle-moi, s'il te plaît. Tout petit. Frère, 20h44, frérot, MDR, il se passe un truc avec l'addition. Tu peux appeler. Encore en train de rire. Frère, 21h30, Ethan, sérieusement, ça devient grave. Il ne rit plus. Frère, 22h15, peu importe la leçon que tu veux donner, le message est passé. Maintenant. Appelle-les, je t'en supplie. Suppliant. Mère, 20h30, mon chéri. Pourrais-tu appeler le restaurant? Je crois qu'il y a un petit malentendu. Douce. Mère, 22h30, s'il te plaît, décroche. Ton père est très contrarié. C'était censé être sa soirée. Désespéré. Mère, minuit, 37 secondes de pleurs. Aucun mot. D'exigeant à perplexe, d'en colère à tout petit. Du rire à l'urgence, et jusqu'à la supplication. De la douceur au désespoir, puis au sanglot. J'ai créé un dossier sur mon téléphone. J'y ai déplacé chaque message vocal. Je l'ai nommé assez. Je l'ai fermé. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas un moyen de pression. Je ne les ferai jamais écouter à qui que ce soit. Ils sont juste pour moi. Un simple rappel,
pour la prochaine fois que la culpabilité reviendra. Que je peux ouvrir ce dossier, lire son nom. Et me souvenir des raisons pour lesquelles j'ai dit stop. 3 jours plus tard, Nadia a publié quelque chose, sur le groupe de discussion de la famille. Elle avait filmé le discours de retraite de mon père. Elle l'avait visionné de nouveau, après avoir appris ce qui s'était passé. Et elle avait remarqué quelque chose. Elle a posté la vidéo, avec une seule phrase. J'ai compté. Papa a remercié 14 personnes par leur nom. Ethan a organisé tout l'événement. Son nom n'a jamais été mentionné. Pas une seule fois. Pendant 6 heures, les seules choses présentes dans le groupe furent la miniature de la vidéo de Nadia, et un silence de mort. Puis, les messages privés ont commencé à arriver. Des cousins, des tantes, et un oncle, à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. Je ne savais pas que c'était toi, qui organisais tous ces événements. Ton père nous a dit que tu traversais une mauvaise passe. Je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Ce n'était pas normal, Ethan. Je suis désolé. J'ai lu chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas par colère. Mais parce que je n'avais pas besoin de leurs excuses, pour savoir ce qui s'était passé. Le dossier était sur mon ordinateur, depuis 11 ans. La vérité avait toujours été là. Les autres, simplement, pouvaient enfin la voir. Dans les semaines qui ont suivi, alors que la famille essayait de faire comme si de rien n'était. Ma mère m'a appelé 2 fois. J'ai décroché 1 fois. Elle a parlé de la pluie et du beau temps, et de soldes, dans un magasin. Elle n'a pas mentionné le dîner. Elle ne s'est pas excusée. Elle testait le terrain, pour voir si l'ancien Ethan était de retour. Je suis resté poli. Je suis resté bref. Je n'ai pas proposé d'organiser quoi que ce soit. Mon frère m'a envoyé un SMS, on devrait se faire un déj, frérot. Je n'ai pas répondu. Mon père n'a pas appelé du tout. Il attendait que je l'appelle le premier. Il attend toujours. Et lentement, au fil de ces semaines, de petites choses ont commencé à s'effondrer. Pas de grandes choses. Des petites. Le rendez-vous chez le dentiste de ma mère, que j'avais l'habitude de planifier. Le renouvellement de l'assurance habitation, dont je m'occupais. La réservation trimestrielle pour la désinsectisation. Le stockage en nuages partagé de la famille, que j'avais configuré et que j'entretenais. Aucune d'entre elles n'était vitale, à elle seule. Mais, ensemble, elles formaient une toile de tâches invisibles, que j'avais gérée en silence. Pendant des années. Et, une par une, elles ont commencé à tomber à l'eau. Personne n'en a parlé. Mais tout le monde l'a remarqué. Puis, 3 mois plus tard, l'anniversaire de ma mère est arrivé. Personne ne m'a appelé pour l'organiser. Non pas parce qu'ils respectaient mon espace. Mais parce qu'ils attendaient que je prenne les devants. Exactement comme ils ont attendu, pendant 11 ans. Exactement comme on attend que les lumières s'allument. Sans jamais penser à celui qui paie la facture d'électricité. Personne n'a réservé de restaurant. Personne n'a commandé de gâteau. Personne n'a fait de réservation, ni envoyé d'invitation. Ils se sont rassemblés, chez mes parents. C'est Nadia qui me l'a raconté. Des assiettes en carton. Des boîtes de plats à emporter, provenant de 2 endroits différents. Car personne n'avait coordonné, ne serait-ce que cela. Pas de photographe, pas de fleurs, pas de musique. Un gâteau acheté au supermarché, encore dans sa boîte en plastique. Avec le nom de ma mère mal orthographié sur le glaçage. Mon père était assis en bout de table, mâchant en silence. Pas de toast. Il n'y avait rien, avec quoi porter un toast. Le vin était une bouteille à bouchon à vis, achetée dans une station-service. Il avait l'air plus petit, d'une certaine manière. Pas physiquement. Mais l'homme, qui se tenait dans une salle à manger privée, 3 mois plus tôt. Remerciant 14 personnes par leur nom. Qui avait affirmé à 80 invités que c'était ainsi qu'une fête devait se dérouler, cet homme-là. Était maintenant assis dans sa propre cuisine, avec une assiette en carton. Et une fourchette en plastique. Et la distance, entre ces 2 pièces,
se mesurait à l'aune d'un seul et unique fils manquant. Mon frère était assis en face de lui. Il faisait défiler l'écran de son téléphone entre deux bouchées, sans regarder personne. Sa femme picorait sa nourriture, et jetait des coups d'œil répétés vers la porte. Ma mère était assise à l'autre bout de la table, essayant de sourire. Essayant de faire la conversation, et regardant, toutes les quelques minutes, un endroit précis. Ma chaise. La même chaise que Ray, le copain de golf, avait occupé 3 mois auparavant. Là où il s'était assis, à ma place, pour recevoir un toast, destiné à un frère. Cette chaise était vide, à présent. Personne ne s'y asseyait. Pas parce qu'il la gardait pour moi. Mais parce que personne ne voulait être celui qui la remplirait. Le vide était devenu permanent. Une absence que personne n'évoquait, et que personne ne pouvait ignorer. La nourriture a refroidi, avant même qu'ils aient terminé. La soirée s'est achevée tôt. Les assiettes en carton et les boîtes à emporter sont restées sur la table, par la suite. Grasses, et à moitié ouvertes. Parce que personne ne savait vraiment à qui incombait la tâche de nettoyer. Ça avait toujours été la mienne. La machine s'est arrêtée. Et la famille, qui n'avait jamais remarqué qu'elle tournait, est toujours assise dans le silence. Qu'elle a laissé derrière elle. Si quelqu'un vous désinvitait de l'événement que vous avez organisé, et payé, le laisseriez-vous s'effondrer de lui-même? Ou bien, vous pointeriez-vous quand même, pour le sauver? Et, que dit votre réponse, à propos de vous?